Le président de la République s'est entretenu aujourd'hui avec le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. La désignation du nouveau secrétaire général de l'OIF au cœur des échanges, on en parle dans ce journal. Le bureau de la CEI modifié en commission. Le bureau central de la commission électorale indépendante passe de 6 à 9 membres avec un 4e poste de vice-président et 2 postes de secrétaire général adjoint. Dans l'actualité également, 2e journée des assises nationales de promotion des PME et de l'artisanat, journée marquée entre autres par la présentation de l'offre tarifaire de la RTI aux petites et moyennes entreprises et autres industries. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Direction le palais présidentiel pour l'ouvrir. Le président de la République s'est entretenu aujourd'hui avec le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, Pierre Buyoya. La désignation du nouveau secrétaire général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, prévue fin novembre au cœur des échanges. On en parle avec Awa Touré. L'ancien président du Burundi, Pierre Buyoya, et actuel haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, est candidat au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Pierre Buyoya est venu solliciter le soutien du président de la République Alassane Ouattara et lui présenter par la même occasion son ambition pour la francophonie. Qu'est-ce que je vais faire fondamentalement? C'est d'abord consolider l'identité de la francophonie autour de la langue, la diversité culturelle. Par exemple, je propose la mise en place d'une fondation pour la promotion de la langue française. Je propose de faire de l'éducation la priorité des priorités. Je propose de travailler que la francophonie contribue à ce que le français soit beaucoup plus présent sur la toile. Alors, en ce qui concerne le domaine politique, je propose que la francophonie aille plus loin dans la prévention des conflits. Je propose un collège de médiateurs fait de hautes personnalités de l'espace francophone. Je propose un observatoire de bonnes pratiques démocratiques. Et je propose que la francophonie contribue à la lutte contre le terrorisme. En ce qui concerne le domaine économique, c'est un chantier nouveau. Je propose de créer un groupe de travail pour réfléchir sur les stratégies et les actions prioritaires. La francophonie va désigner les 28 et 29 novembre 2014 au sommet de Dakar son nouveau secrétaire général. Vous l'avez compris, le représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel est candidat à ce poste de secrétaire général de la francophonie. Pierre Buyoya a déclaré sa candidature en avril dernier. En visite à Abidjan, il a donc expliqué à la presse sa nouvelle vision de l'institution. Sidonie Davila. Après 2 mandats passés à la tête de son pays, le Burundi, Pierre Buyoya décide de mettre toute son expérience au service de la francophonie. Depuis quelque temps, il parcourt les capitales africaines et européennes pour expliquer sa vision et son ambition. L'ex-chef d'État burundais se définit comme un citoyen du monde, un réformateur, un militant de la paix et de la démocratie. Ses atouts fondés sur sa longue expérience politique et diplomatique l'inspirent à aller plus loin dans la promotion de la francophonie. Toutefois, en se basant sur les acquis de cette institution. Prévue les 28 et 29 novembre prochains, l'élection au poste de secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie opposera l'actuel représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel à 4 autres candidats. Mais l'ancien président burundais veut compter sur le soutien de certains chefs d'État, dont le président Alassane Ouattara, pour briguer ce poste. Je vous fais lecture de ce communiqué avant de poursuivre. Suite à la décision de la République du Ghana de recourir à un arbitrage international pour la délimitation de la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a adressé ce vendredi 17 octobre 2014 une réponse à cette notification à l'agent du Ghana et aux représentations diplomatiques du Ghana en Côte d'Ivoire et auprès des Nations Unies à New York. La République de Côte d'Ivoire a procédé
procédé par la même occasion à la nomination du juge Roni Abraham en qualité de juge principal pour la partie ivoirienne. Ce communiqué est fait donc à Abidjan le 17 octobre 2014. Bruno Nabané Koné, porte-parole du gouvernement. Le bureau central de la commission électorale indépendante passe de 6 à 9 membres avec un 4e poste de vice-président et 2 postes de secrétaire général adjoint. Le projet de loi a été validé aujourd'hui même à l'Assemblée nationale. On en parle avec Léon Brouf. Il maintient à 17 l'effectif de la commission centrale et fait passer de 6 à 9 les membres du bureau de la commission électorale indépendante CEI. Le projet de loi pour modifier la composition de l'organe en charge des élections crée 3 nouveaux postes, un 4e vice-président et 2 secrétaires généraux adjoints au bureau de la CEI. Face à la commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale pour obtenir l'aval des députés, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a expliqué que cette modification est le fruit du dialogue politique entre l'opposition et le gouvernement et d'ajouter qu'elle vise à créer l'équilibre tant recherché par l'opposition au sein du bureau pour ainsi aboutir à une CEI consensuelle. Le président de la République attache du prix à la participation de tous au processus électoral et vous avez été témoin des réclames un peu de l'opposition. Cette modification devrait permettre de faire participer tout le monde, d'abord au sein du présidium de la CEI, c'est-à-dire les présidents et les 4 vice-présidents. Tous les courants pourraient être représentés et donc ce bureau plus équilibré devrait permettre donc la participation de toute l'opposition à la commission électorale indépendante. L'examen en commission de cette autre modification de la composition de l'institution n'aura duré qu'1 heure et demie, le temps pour les députés de s'assurer qu'elle présente les garanties d'un retour de l'opposition à la CEI. Reste maintenant le vote de ce projet de loi en plénière pour espérer des élections libres, ouvertes, participatives et apaisées en 2015. Intéressons-nous à présent aux activités douanières, précisément à celle du bureau scanner. C'est un département des douanes ivoiriennes qui a pour objectif de contrôler, au moyen de scanners bien évidemment, les conteneurs suspects. Les explications de Ali Diarasouba pour en savoir plus sur le fonctionnement de ce bureau. Incursion ce mercredi au cœur du bureau scanner Côte d'Ivoire, un département des douanes ivoiriennes qui a pour vocation d'optimiser le recouvrement des finances de l'État ivoirien en zone portuaire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au titre de l'année 2014, du 1er janvier à la date du 30 septembre, le bureau scanner a permis de recouvrer à lui seul 2,157 milliards de francs CFA de droits compromis, ce qui représente des frais qui auraient pu échapper aux recettes douanières. En droits et taxes, les performances du bureau scanner dirigé par le commandant Diabaté sont tout aussi dynamiques. Comme performance, pour le mois de septembre uniquement, nous avons pu recouvrer en droits et taxes 17 milliards de francs CFA. Nous procédons, n'est-ce pas, à recouvrer les droits de l'État de Côte d'Ivoire. Notre rôle ici, n'est-ce pas, est de soigner les intérêts du trésor public, des recettes de l'État de Côte d'Ivoire. Le scanner, c'est en fait cet appareil à rayon X dont la technologie permet de scruter et balayer du regard les conteneurs suspects passibles de contrôle. Le but ultime est d'intercepter toute présence de marchandises dissimulées non déclarées aux douanes ivoiriennes à travers une cellule imagerie qui contrôle virtuellement le contenu des conteneurs. 2 minutes en moyenne suffisent pour scanner 2 conteneurs de 40 pieds. Le bureau scanner d'Abidjan allie exigence dans le recouvrement des recettes douanières et satisfaction des opérateurs. Nous, à notre niveau, nous n'avons pas de problème au niveau des scanners. Parce que lorsque un conteneur qui passe au scanner et qui est déjà visualisé par la douane, pour un non suspect, le client est en possession de sa marchandise. Ça fait un premier point. Et ça nous permet aussi de faire évacuer rapidement les conteneurs qui sont à notre charge. Le bureau scanner Côte d'Ivoire est exploité de façon conjointe avec le BIVAC Bureau Veritas pour une durée de 15 ans.
Deuxième journée des Assises nationales de promotion des PME et de l'artisanat, journée marquée entre autres par la présentation de l'offre tarifaire de la RTI aux petites et moyennes entreprises et industries, dénommée RTI pour tous. Cette offre a pour but de donner plus de visibilité aux PME de sorte à atteindre leurs objectifs marketing et financiers. Adama Koné. La radiodiffusion-télévision ivoirienne se rapproche des petites et moyennes entreprises. Un service spécialisé de communication baptisé RTI pour tous leur est offert. Les raisons sont d'ordre stratégique et de portée nationale. L'État de Côte d'Ivoire parle de l'émergence à l'horizon 2020. C'est un projet qui est considéré par tous ce qui est institution de l'État et la RTI s'inscrit pleinement dans ce schéma. Et pour ce faire, nous avons donc pensé à une offre spéciale dédiée aux PME parce que ça va être des PME qu'une nation se bâtit. Très clairement, il est question de donner du relief aux activités des PME en leur ouvrant grandement les portes des consommateurs. Aujourd'hui, nous avons commencé à une offre à 490 000 pour les PME, mais pas pour un spot, mais pour plusieurs spots. Par exemple, vous aurez 3 spots sur RTI 1, 5 spots sur RTI 2 et 6 spots soit sur Radio Côte d'Ivoire, soit sur Fréquence. Et ce n'est pas tout. Les offres sont susceptibles d'évolution. En fonction de, en fonction des résultats, on fera comment rééquilibrer encore les tarifs. Avec ces différents produits, la Fédération ivoirienne des PME réagit automatiquement. Vous savez que les PME n'ont pas assez de moyens et en faisant cette offre, vous donnez l'opportunité à tout le monde de se reconnaître. Et c'est en cela que la FIPME adhère à ce nouveau programme, à cette grille de tarification. Et nous remercions la RTI qui est vraiment un partenaire pour la FIPME. Les premières journées de promotion des PME, dans le cadre desquelles l'offre de la RTI a été présentée aux chefs d'entreprise, s'achèvent ce samedi 18 octobre 2014 à Abidjan. L'INPHB, Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et l'École polytechnique de Lausanne, c'est en Suisse, viennent de signer une convention. Objectif, doter l'INPHB de Yamoussoukro d'une antenne satellite afin de permettre aux étudiants de prendre des cours à distance. Grâce Kando. L'INPHB, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, se dote d'une antenne satellite. Celle-ci va permettre aux étudiants de l'Institut d'avoir accès aux cours MOOC, Massive Open Online Courses, une formation à distance en ligne gratuite. Pour le démarrage du projet, une convention est signée entre l'École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse et l'INPHB de Yamoussoukro. Ça va régler en partie le manque d'enseignants dans certains domaines. Il faut que nous puissions avoir des partenaires qui développent des cours qui sont accessibles à nos enseignants, à nos étudiants aussi, de sorte que là où on a le moins d'enseignants dans le domaine, avec l'appui des partenaires, les étudiants puissent suivre le cours. C'est un défi important. On essaiera aussi de chercher des solutions locales pour que au moins les vidéos d'un certain nombre de MOOC puissent être vraiment accessibles facilement aux étudiants. Et on compte aussi sur toute la collaboration de l'équipe technique pour que l'infrastructure existante puisse être utilisée au mieux, qu'on la complète et que tout ça puisse être rapidement disponible aux étudiants. Ce partenariat entre l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et l'École polytechnique fédérale de Lausanne repose sur des programmes de recherche et d'enseignement. L'objectif est clairement affiché, améliorer la qualification des enseignants et des étudiants, mettre à niveau les infrastructures de l'INPHB devant permettre aux étudiants d'avoir accès aux cours à distance. Une page santé dans ce journal, plus de 4500 décès dus à Ebola. Les initiatives se multiplient pour lutter contre le virus. La Côte d'Ivoire n'est pas en marge de la mobilisation, bien qu'aucun cas n'ait été enregistré dans le pays. Et l'organisation Vision Émergente, une organisation de jeunes Ivoiriens, s'invite dans la lutte. Le reportage est de Christelle Menant. 13h, à Djamé, c'est un des plus gros quartiers commerçants de la ville d'Abidjan. Chaque jour, des milliers de personnes y transitent. La promiscuité est telle qu'il est impossible de faire 3 pas sans toucher une autre personne. Une seule goutte de sueur contaminée par Ebola pourrait infecter les milliers de personnes circulant dans ce quartier. Le scénario est effrayant.
C'est donc aussi ici qu'il faut sensibiliser, comme l'a compris Vision Émergente, une organisation de jeunes pour le développement. Nous sommes là ce matin pour vous expliquer un peu comment est-ce que le virus Ebola se transmet et quelles sont les précautions à prendre pour ne pas donc attraper ce virus. Un commando de 16 bénévoles a investi les grandes artères du quartier. Mission: sensibiliser sur les moyens de prévention contre la maladie à virus Ebola. Une initiative de plus, mais pas de trop. Toutes les précautions qu'on prend pour laver les mains, l'hygiène, vraiment appliquer l'hygiène. J'espère que Ebola ne va pas arriver en Côte d'Ivoire et qu'on sera vraiment sauvé de cette maladie si grave. Nous lançons cette opération appelée OSE, Opération Zéro Ebola, pour pouvoir sensibiliser les populations ivoiriennes au risque d'infection au virus Ebola. Parce que nous pensons que c'est ensemble que nous pouvons maintenir le virus Ebola hors des frontières ivoiriennes. On le répète encore, aucun cas de contamination enregistré sur le territoire. Une raison plus que suffisante de continuer à pratiquer les recommandations de prévention du ministère de la Santé. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, éviter poignées de main et accolades, et surtout ne pas consommer gibier et autres viandes de brousse. Venons à présent à ce séminaire de formation initié par le RDR, un séminaire pour identifier et valider la stratégie et les plans d'action pour promouvoir donc les cadres du Rassemblement des Républicains. Les explications de Gabriel Zani. Comment mieux insérer les jeunes républicains dans le tissu socio-professionnel? Comment aider certains cadres du Rassemblement des Républicains à rendre plus dynamiques leurs entreprises? Ce sont autant de questions analysées au cours des travaux tenus à l'attention des cadres républicains. Ce séminaire pour évaluer la stratégie de promotion des cadres du parti vient donc à propos. De nombreux cadres de notre parti, du fait de la longue lutte, ont été marginalisés et tenus loin de la gestion des affaires. Les jeunes à la recherche d'un premier emploi trouvent l'attente trop longue. Selon le ministre Adama Bictogo, un parti repose sur des hommes et des femmes déterminés. Le parti doit donc créer les conditions de promotion de ces cadres pour qu'ils fassent valoir leurs compétences en vue de servir le pays. Tous ceux qui ont la chance d'accéder à des postes doivent se donner les moyens de pouvoir tirer les autres, afin que le cadre que vous êtes puissiez faire valoir vos compétences au profit et du parti et de la Côte d'Ivoire. 40 participants ont examiné les questions liées à la situation des cadres, à leur positionnement à des postes de management dans le privé, le public et à la reconnaissance du mérite des cadres du parti. Soyez-en sûrs, le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, est reconnaissant à tous ces cadres et à tous les militants qui ont porté cette longue lutte. C'est pourquoi la direction du parti a créé un secrétariat national pour proposer des solutions idoines. C'est le premier séminaire organisé par le RDR pour évaluer les attentes des cadres du parti. Cap sur la région de Bouaké où les membres du bureau politique de l'UDPCI ont effectué récemment une tournée. Il s'agissait pour eux d'expliquer aux militants de leur parti les motifs de l'appel du président du PDCI-RDA pour la candidature unique du candidat Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Le bureau politique de l'UDPCI réaffirme son soutien à l'appel de Daoukro par le président du PDCI-RDA avec l'envoi de ses délégations sur le terrain. Kiagba Laurent, secrétaire général de l'UDPCI à la tête d'une délégation, a, à travers son arrivée, rallumé la flamme militante de l'UDPCI à Bouaké. Le messager de l'UDPCI a eu 2 séances de travail. L'une au centre culturel Jacques Aka avec tous les militants de base de la ville de Bouaké. Et l'autre, l'après-midi, avec la chefferie traditionnelle. Le secrétaire général de l'UDPCI a expliqué les motifs de l'appel du président Henri Konabédié. Appel pour la candidature unique du président Alassane Ouattara aux élections présidentielles de 2015. Nous avons insisté sur le fait qu'il y a eu l'appel de Yamoussoukro, qui est l'appel des militants et militantes de l'UDPCI. Et cet appel vient d'être consolidé par l'appel du président Bédié à Daoukro. Nous estimons que dans une nation, dans le monde entier, pour qu'on se réveille, un petit coq chante, et quand un grand coq a chanté, ça consolide le réveil des uns et des autres. Donc le président Bédié vient de chanter, ça veut dire qu'il n'y a plus de débat. Les membres de la délégation de l'UDPCI ont ponctué leur tournée par une visite dans les domiciles des leaders locaux de leur parti.
L'Ivoirienne Awa Sanoko, lauréate du concours d'élite modèle Look Côte d'Ivoire 2014, concours organisé en partenariat avec la RTI. 3 pays étaient en compétition, le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Des 13 jeunes filles retenues donc après le casting, la jeune Ivoirienne a été la meilleure. Félix Amani, Christelle Menon. Tour de poitrine 85 cm, tour de taille 64, tour de bassin 93, le tout distribué sur ses 1,81 m pour 61 kg. Awa Sanoko, 19 ans, est le mannequin lauréat de la finale du concours Elite Model Look Afrique de l'Ouest et du Centre. L'Ivoirienne représentera les 2 régions sur le thé de la grande finale de Hong Kong. Tapis rouge vers une carrière internationale dans la mode, un rêve de petite fille. C'est depuis que j'ai commencé à marcher et ce rêve a commencé à vivre en moi, c'est devenu une vraie passion et j'ai juste envie de faire ça toute ma vie parce que j'adore ce métier. Elles ont été des milliers à se présenter à ce grand casting Elite Model Look Afrique de l'Ouest et du Centre. Elles n'étaient que 13 du Sénégal, du Congo et de la Côte d'Ivoire à participer à cette finale. Ça a été l'événement de ce mercredi 15 août 2014, une grande première pour la Côte d'Ivoire. Au ficelle, la branche Afrique de l'Ouest et du Centre de la célèbre agence Elite, la radiodiffusion télévision ivoirienne et d'autres partenaires. Paris largement gagné. Ouais. Largement gagné. C'est un pari qu'on a pris avec Elite. C'est un événement très important et le plus grand événement de ce type au monde. Je pense que ce soir, c'est Paris gagné. Hein. Une réussite qui augure plutôt bien. Rendez-vous en 2015 pour une nouvelle édition. Awa, quant à elle, se prépare pour le 2 décembre, jour de la grande finale. Elle affrontera les candidates de près de 60 pays. Toutes briguent un contrat de 3 ans avec Elite Model, la plus prestigieuse des agences internationales de mannequins. Le Nigeria a annoncé vendredi avoir conclu un accord de cessez-le-feu avec le groupe islamiste armé Boko Haram, mais l'incertitude demeure sur la libération de plus de 200 lycéennes dont les parents sont toujours sans nouvelles. Et on continue notre tour du continent, à commencer par le Rwanda. Les morts du lac Rweru sont une affaire burundaise, affirmation de la ministre rwandaise des Affaires étrangères. Louise Mushikiwabo a réagi lors d'une conférence de presse aux propos du procureur général du Burundi pour qui les cadavres viennent du Rwanda. Ça ne suffit pas de dire les corps viennent du Rwanda. Basé sur quoi? Nous savons que de notre côté, nous avons commencé à essayer d'enquêter. Et je peux vous dire que du côté du Rwanda, en tout cas, qui est le territoire que nous contrôlons, nous n'avons rien trouvé. Il y a 5 mois, des corps ont été découverts dans la partie burundaise du lac Rweru. Il y en aurait une quarantaine. Le Burundi et le Rwanda se renvoient la balle quant à l'identité de ces corps. En Afrique du Sud, le procès d'Oscar Pistorius n'est pas encore terminé. Après 7 mois d'audience, l'accusation et la défense se sont livrés à une ultime passe d'armes ce vendredi. Le procureur a requis 10 ans de prison. L'avocat de l'athlète paralympique a plaidé pour une peine de travaux d'intérêt général. La sanction sera connue mardi 21 octobre. Pour avoir refusé de combattre contre les islamistes de Boko Haram dans le nord du Nigeria, 59 soldats sont jugés devant un tribunal militaire d'Abuja. Accusés de mutinerie, tous ont plaidé non coupables. C'est le 3e procès du genre en 2 mois. De nombreux soldats se plaignent de ne pas être assez équipés face à la violence de Boko Haram. C'est la Fédération sud-africaine de football qui le dit. La CAF chercherait un autre pays organisateur pour la Coupe d'Afrique des Nations au cas où le Maroc se désisterait. À cause de l'épidémie de virus Ebola, la Fédération royale marocaine de football a déjà demandé de reporter la compétition prévue du 17 janvier au 8 février 2015. Évoquons à présent le mini-sommet sur l'Ukraine en Italie. Les dirigeants européens se disent plutôt optimistes à l'issue donc de ce mini-sommet qui a rassemblé vendredi à Milan plusieurs d'entre eux et les présidents russes et ukrainiens dans l'espoir donc de ramener la paix. Un mini-sommet pour tenter de ramener enfin la paix dans l'est de l'Ukraine.
En présence des principaux dirigeants européens, les présidents russes et ukrainiens se sont rencontrés pour la première fois depuis fin août en marge du sommet euro-asiatique à Milan. Optimisme affiché à l'issue de la rencontre, le chef du gouvernement italien, hôte de ce mini-sommet, le qualifiant de vraiment positif, tout en signalant les nombreuses divergences existant encore entre Russes, Ukrainiens et Européens. Optimisme partagé par son homologue britannique. C'était une rencontre très positive et Vladimir Poutine a dit très clairement qu'il ne voulait pas d'un conflit permanent et d'une Ukraine divisée. Si c'est le cas, alors la Russie doit maintenant appliquer toutes les mesures qui ont déjà été décidées. Mais pendant que Vladimir Poutine était à Milan tout sourire, le Kremlin jetait un froid en déclarant que certains participants refusaient de voir la réalité en face, rendant les négociations difficiles et pleines de désaccords et d'incompréhension. Autrement dit, ce ne sera pas la faute des Russes si les discussions échouent. Et sur le terrain, aucune accalmie. À Donetsk, par exemple, les habitants continuent de faire les frais des combats entre armées ukrainiennes et séparatistes pro-russes qui font rage autour de l'aéroport. Divergences persistantes donc sur la situation en Ukraine, longuement détaillée lors d'un tête-à-tête jeudi soir entre la chancelière allemande et Vladimir Poutine, qui quelques heures plus tôt avait menacé les Européens de couper le gaz cet hiver si le contentieux avec Kiev sur les livraisons de gaz n'était pas résolu. Si nous voyons que nos partenaires ukrainiens commencent à prélever illégalement du gaz de notre système de gazoducs d'exportation comme ils l'ont fait en 2008, alors nous diminuerons nos livraisons à hauteur des volumes dérobés. À l'issue d'une deuxième rencontre, un accord sur le contentieux gazier semblait se dessiner. Les Européens espèrent régler définitivement ce dossier mardi prochain à Bruxelles. Les habitants de Bagdad, eux, vivent dans la peur à l'approche des combattants de l'EIL. Les États-Unis cherchent, eux, comment envoyer de l'aide sans renvoyer de troupes au sol. Le calme apparent qui semble régner dans Bagdad ne saurait faire illusion. Les attentats frappent presque quotidiennement la capitale irakienne, semant leur lot de morts et de désolation. Les attentats de jeudi qui ont tué 26 personnes ont été revendiqués par l'État islamique. Une revendication rare qui inquiète la population alors que des combats se déroulent à une cinquantaine de kilomètres de la capitale. Des rumeurs circulent sur la présence de djihadistes aux portes de Bagdad. Il y a souvent du vrai dans les rumeurs. Il y a actuellement des combats près de Fallujah et d'Abu Ghraib. Ces villes sont à 30 minutes en voiture de Bagdad. Mais la défense de la capitale irakienne est solide. 7 millions de personnes sont prêtes à la défendre. Et l'armée irakienne est déployée tout autour de la ville. Les combattants sunnites de l'État islamique ont progressé ces dernières semaines dans la province d'Al-Anbar, proche de la capitale. Ils auraient entre leurs mains 3 MiG-23 volés à l'armée irakienne, pilotés par d'anciens officiers de Saddam Hussein. Mais selon l'état-major américain, la capitale Bagdad n'est pas directement menacée. Elle est à l'abri d'une attaque imminente, a déclaré jeudi le contre-amiral John Kirby. Après avoir été fortement affaibli par l'État islamique, ce qui reste de l'armée irakienne est aujourd'hui en pleine reconstruction, réarmée par du matériel russe et américain performant. C'est une arme stratégique, un lance-roquette de grande capacité. Il va nous permettre une réponse rapide et massive pour atteindre la ligne de front. Ce sera un soutien important sur le champ de bataille. Formée par les forces spéciales britanniques et américaines, l'armée irakienne et les combattants kurdes Peshmerga ont aujourd'hui encore bien du mal à regagner du terrain face à l'État islamique. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Très bonne soirée à vous.